d'y avoir accès. Donc, bonjour tout le monde. Grand plaisir de vous retrouver en ce début d'année 2022. Je suis Ethel Côté, CEO, donc présidente directrice générale de Mécénès, une entreprise sociale en Ontario français, mais aussi experte en développement économique communautaire et en développement stratégique à la fois SDG. Et nous avons créé une programmation de webinaires gratuits sur différentes facettes de l'entrepreneuriat. Ça s'appelle les mercredis économiques. Ça a débuté en début décembre et ça va continuer jusqu'à la fin mars. Vous voyez sur la diapositive une variété de logos. Donc, on en profite pour remercier nos partenaires. Rapidement, pour le mot de bienvenue, c'est de vous souhaiter la bienvenue. Ce sont des espaces que l'on crée pour vous avec nos collaborateurs pour vous partager des savoirs et des savoir-faire. On essaie d'être le plus interactif possible. Il y a des sessions qui le sont plus que d'autres selon la quantité de contenu qu'on veut vous partager. Le webinaire d'aujourd'hui va être le cœur de notre sujet. Ceci dit, au niveau de l'ACFO SDG, c'est une organisation régionale qui a un grand projet phare provincial, mais qui va aussi s'échelonner dans la francophonie, qui est l'humour pour la jeunesse, mais est impliquée en économie. D'ailleurs, on a fait partie d'une organisation, d'un réseau qui a créé le Fonds de microcrédit dans notre région, qui est une première. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, quelle que soit la région où vous vous retrouvez, ben, n'hésitez pas de nous appeler, puis on pourra vous donner nos trucs et nos outils et nos argumentaires pour possiblement créer des fonds de microcrédit dans vos régions. Donc, je vois que Mariam est en ligne, elle fait partie de la Société économique de l'Ontario. Notre invité fait partie du Conseil de la coopération de l'Ontario. Il y a des participants d'un peu partout. Je sais que certains et certaines d'entre vous font déjà partie de coopératives en pré-développement ou développement. Il y en a d'autres qui regardent la forme coopérative d'un bon œil parce que vous voulez partir en mode collectif, en entreprise. Ceci dit, que ce soit pour ce webinaire ou pour tous les autres, c'est toujours le même lien Zoom. Donc, si vous le perdez, retournez dans vos anciens messages et on vous envoie des rappels si vous vous êtes dûment inscrit. Donc, Coopérative 101, une session pour mieux comprendre le modèle coopératif, sa gouvernance et son administration. La personne ressource, c'est Stacy Ngo Mombo, est né à Libreville au Gabon. Il est arrivé au Canada en 2015 en tant qu'étudiant international pour rejoindre l'Université de Hearst et terminer son cursus en administration des affaires. Stacy me confirmait qu'il est toujours à Hearst, donc il n'a pas eu peur du froid. Au contraire, il est bien là et de ses études, il a fait le bond en entrepreneuriat au sein du Conseil de la coopération de l'Ontario. Ça a débuté par un stage qui s'est vite transformé en emploi, très motivé par le travail en développement économique communautaire. Et il a été agent d'impact, la meilleure position CCO pour faire une différence. Son rôle est désormais de conseiller aux entreprises collectives en démarrage ainsi que de livrer des ateliers de littératie financière en milieu scolaire. Ceci dit, la session, comme je mentionnais, est enregistrée parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas assister à toutes, mais veulent avoir accès aux ressources. Si vous êtes inscrit, vous avez reçu le lien Zoom et vous avez reçu aussi le lien avec la filière en ligne parce qu'on met toutes les ressources, les présentations, les enregistrements, les ressources complémentaires qu'on partage, que nos collaborateurs ou que nous-mêmes, on a développées. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, s'il vous plaît, m'écrire en direct. Et ceci dit, je vais arrêter mon partage et Stécie, la parole est à toi. Et plaisir de t'accueillir à notre série de webinaires les mercredis économiques. Ben, merci Ethel. Euh, je- 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 En fait, vous m'avez déjà bien présenté. Je n'ai pas de mots. Je ne savais pas que vous savez déjà tout ça sur moi. Donc, sans plus tarder, je vais juste mettre ma présentation et puis on va pouvoir commencer. Avant de commencer, je vais demander à tout le monde si tout le monde voit bien mon écran. Ouais, on le voit bien. Oui. Puis là, oui, il est en mode présentation. C'est parfait. OK. Oui, Ce sujet, vraiment, ça me passionne parce que lorsqu'on parle de coopérative comme outil de création, ça me passionne. Aujourd'hui, le titre du sujet, ce sera les coopératives comme outil de création, gouvernance et administration
d'une coopérative. Ici, voilà le déroulé de notre présentation. Nous allons voir du point 1, qui est la présentation du CCO, mon entreprise. En 2, nous allons voir les définitions. Jusqu'au point 17, nous allons voir l'évaluation du conseil d'administration. Présentation du conseil de la coopération de l'Ontario, qui est mon entreprise à moi. C'est une entreprise sociale ontarienne qui a été fondée en 1964. Nous travaillons à assurer la promotion, le développement, la gestion, l'innovation des entreprises sociales et des entreprises collectives. Nous sommes des joueurs du premier plan au développement économique des entreprises collectives sociales au point de sur tout le territoire de l'Ontario. En fait, mon entreprise ici est divisée en 4 grands pôles où nous avons le pôle innovation. Le pôle innovation qui est le laboratoire de recherche et du développement du CCO. Ce pôle nous permet de faire ressortir les idées les plus novatrices et prometteuses. Donc, ensuite, nous avons le pôle développement. Le pôle développement qui est le pôle du Conseil de coopération de l'Ontario, qui est le principal levier de croissance du CCO par la recherche de financement ainsi que la vente des services. Donc, ici, il s'agit des principaux liens entre nous et les communautés. Ensuite, nous avons le troisième pôle, qui est le pôle soutien opérationnel, qui a des fonctions comme des fonctions administratives, de communication, des ressources humaines, des mesures d'impact, de gouvernance, de performance et organisationnelle. Ce pôle permet aux autres pôles de notre organisation de mieux impacter sur le terrain possiblement. Et en fait, nous avons comme le quatrième pôle, qui est le pôle impact. Ce pôle est le pôle d'exécution des contrats sous 5 divisions distinctes, mais tout au long complémentaires. Comme première division, nous avons la division démarrage d'entreprise. Ensuite, nous avons la division de croissance. Ensuite, nous avons la division de recherche. Ensuite, nous avons la division communautaire. Et pour terminer, nous avons la division d'employabilité. Là, nous rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une coopérative? Avant d'aller plus loin, je suis tenté de poser la question à l'une des personnes ici présentes. Est-ce que quelqu'un a une idée de qu'est-ce qu'une coopérative? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi une coopérative? Donc, vous pouvez soit lever la main ou activer carrément votre micro pour aller assez vite dans l'interaction comme ça. Donc, gênez-vous pas. Coop, coopérative. Stécie vous demande, en connaissez-vous et c'est quoi pour vous? Je sais que la Rachid. définition est mise là, mais je veux comme susciter votre intérêt. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une coopérative? Ah, je pense que tu as vraiment des gens qui vont découvrir, Stécie. OK, merci. Donc, ici, une coopérative, c'est une entreprise une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. Et Stécie, il y a Andréane qui a écrit la coopérative alimentaire de Moonbeam. C'est un bon exemple de coop où est-ce que la communauté s'est pris en main à acheter l'épicerie, la seule épicerie du village, et c'est devenu une entreprise qui a revitalisé le village, mais aussi la région, tout en offrant des services de proximité. C'est un bon exemple. Puis il y a aussi coop funéraire qui a été mentionné. OK, merci. En fait, il existe aussi plusieurs formes de coopératives. Donc, quand je dis il existe, on peut créer une coopérative à travers plusieurs activités comme l'agroalimentaire, l'alimentation, dans l'agriculture. Donc, il existe plusieurs formes de coopératives et les 4 formes de coopératives que je vous ai
je vous ai apportées ici, ce sont les coopératives que nous voyons le plus souvent à travers, à travers la province. Donc, la première forme de coopérative, nous avons la coopérative des consommateurs, qui est une entreprise dont les clients sont les propriétaires. Elle offre des produits ou des services. Exemple de produits ou des services, ça peut être donc des services financiers. Par exemple, avec l'exemple que je peux prendre, c'est la Cooprétos que nous avons ici à Eus. C'est une coopérative qui offre des services d'assurance. Donc, comme deuxième coopérative, ici, nous avons comme la coopérative des producteurs qui regroupe des membres qui bénéficient d'avantages économiques en se procurant auprès de leur coop des biens et des services nécessaires à l'exercice de leur profession ou l'exploitation de leur entreprise. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, déjà, un exemple pour bien vous situer, cela regroupe des entrepreneurs indépendants. Donc, cela regroupe, c'est une sorte de coopérative qui regroupe des entrepreneurs indépendants. C'est une sorte de coopérative qui regroupe aussi, aussi, aussi plusieurs sortes d'autres entreprises qui veulent travailler sous forme de coopérative de producteurs. Donc, ici, à Eus, nous avons comme un petit exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. On a la coopérative la coopérative du bois, ici qu'on appelle la coopérative Rome. Ici, c'est un peu partout, mais ici, c'est une petite coopérative qui regroupe et qui dessert tous les petits produits, toutes les entreprises indépendantes ici au niveau de Eus. Donc, comme troisième coopérative, nous avons la coopérative des travailleurs. Ici, c'est la coopérative des travailleurs a pour but principal de fournir à ses membres et emplois en générant des activités économiques, donc des membres travailleurs ou propriétaires. Ici, cela veut dire quoi, cette coopérative de travailleurs? Excusez-moi. Cette coopérative de travail, elle a pour but de fournir à ses membres en générant des activités économiques. Ici, un exemple simple, il y a la Siembra, qui est une coopérative de travailleurs qui a été créée en 1999. Elle a été la pionnière en Amérique du Nord. Elle est dans l'importation du cacao et du sucre principalement. Et comme troisième forme de coopérative, nous avons une coopérative de solidarité qui est une coopérative à partenaires multiples. C'est une entreprise gérée démocratiquement ou conjointement par différents groupes ayant des intérêts et des objectifs communs. Ce type de coopérative est habituellement associé à des domaines de la santé ou des soins à domicile ou d'autres entreprises sociales. Ici, quand on parle des domaines de la santé, on peut faire allusion par exemple, à une maison, par exemple, de retraite, à une maison, par exemple, de retraite où les aînés, on retrouve plein d'aînés. Ici, c'est ce type de coopérative qui est beaucoup associé dans le domaine de la santé et dans le domaine des soins à domicile. Maintenant, les 7 principes coopératifs. Comme nous parlons de coopératif, il faut savoir que pour bien amener à gérer ou bien pour bien amener à faire fonctionner une coopérative, eh bien, il faut respecter les 7 principes coopératifs. Ici, je sais que vous voyez 8 à mon écran, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi j'ai ajouté un huitième principe ici. Disons, le premier principe ici des coopératives, parmi les 7 principes coopératifs, nous avons l'adhésion volontaire et ouverte à tout le monde. Cela veut dire quoi? L'adhésion volontaire, c'est que si vous voulez devenir membre d'une coopérative, vous adhérez simplement et volontairement à votre plein gré. Donc, c'est ouvert à tous. Comme deuxième point, il y a le contrôle démocratique exercé par les membres. Disons, pour qu'une coopérative puisse bien fonctionner, donc il y a le contrôle démocratique exercé par tous les membres qui sont comme inscrits et qui adhèrent à la coopérative. Comme troisième principe, nous avons la participation économique des membres. Donc, tous les membres participent par le biais, par exemple, quand je dis tous les membres participent,
Lorsque vous adhérez à une coopérative, eh bien, il y a une mise de fonds que vous déposez comme pour votre enregistrement, s'il faut comprendre ça comme ça. En fait, ici, cette mise de fonds, c'est comme un montant que vous déposez pour vous faire enregistrer en tant que membre de la coopérative. Donc, ça peut être un montant qui varie selon les principes ou selon les règles administratives que nous allons voir devant, qui ont été comme administrées par le conseil d'administratif. Comme quatrième principe, nous avons l'autonomie et l'indépendance qu'il faudra respecter. Comme cinquième principe, nous avons l'éducation, la formation et l'information. Ici, ça veut dire quoi? Quand on parle d'éducation, formation et information, ici, ça s'adresse plutôt à tous les membres de la coopérative et à la communauté qui entoure la coopérative. Donc, la coopérative doit éduquer, la coopérative doit former et la coopérative a le devoir aussi d'informer les membres et la communauté auxquels elle appartient. Comme sixième principe de coopérative, nous avons la coopération entre les coopératives. Ça, c'est très important. Et si je parle de sept principes coopératifs, pensez que ces sept principes, partout où il existe une coopérative dans le monde, ou au Canada ou en Ontario, ces sept principes coopératifs sont toujours et font toujours partie de la réglementation pour faire fonctionner une coopérative. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc, comme sixième principe coopératif, il y a la coopération entre les coopératives. Ça peut être les coopératives qui sont dans l'Ontario, ça peut être les coopératives qui sont dans d'autres provinces du Canada, ça peut être les coopératives qui sont sur un autre continent, cela dépendra. Donc, comme septième principe, nous avons l'engagement envers la collectivité. Qu'est-ce qui veut dire la collectivité? Si nous pouvons remplacer la collectivité comme la communauté. Donc, la coopérative doit pleinement s'engager envers sa collectivité ou encore envers sa communauté. Et maintenant, comme huitième principe dont je vous ai parlé ici, le principe du développement durable qui a été ajouté par le CCO en 2013. Est-ce que jusqu'ici, ça va pour les sept principes coopératifs qui fait fonctionner une coopérative pour tout le monde? Est-ce que tout le monde comprend bien ces sept principes ou les 8 principes? Je crois qu'on Il n'y peut a pas de avancer. questions en ligne. Il y a Chelsea qui a écrit oui, oui. Et j'invite les gens, si en cours de présentation, soit vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat, je pourrais les regrouper, ou lever la main. Puis à ce moment-là, quand Stacy ouvre la porte à des interventions, bien, je pourrais lui dire qu'il y en a quelques-unes. Donc, n'hésitez surtout pas. Et merci d'être là. Il y a beaucoup de monde qui se sont rajoutés à Stacy, donc on continue. OK. Donc, excusez-moi, c'est ma première fois d'avoir autant un public vraiment aussi grand. D'habitude, je n'ai pas autant un public comme ça. Donc, c'est la première fois que je suis un peu stressé, mais ça va aller. Donc, pour continuer, nous allons parler de la structure d'une coopérative. Comment une coopérative est-elle structurée? Eh bien, une coopérative est structurée de deux manières. Il y a la structure associative et il y a la structure entreprise. Ici, la structure associative, c'est l'association des personnes c'est une association des personnes qui, qui se sont regroupées et qui veulent exercer comme un droit démocratiquement à l'Assemblée générale, au conseil d'administration, à d'autres conseils et aux différents comités qu'il peut avoir dans la coopérative. Ensuite, pour la deuxième structure coopérative, la structure entreprise, eh bien, elle peut être simple ou complexe selon la taille ou la nature des activités économiques, mais elle sera vraisemblablement similaire à une entreprise traditionnelle. Donc, la structure d'une coopérative est différente de d'autres structures d'entreprise, de telle sorte qu'elle regroupe en elle deux formes de structure, la structure associative et la structure entreprise. Donc, je ne pouvais pas comme vous donner cette formation sans pourtant vous dire
comment nous pouvons démarrer une OBNL au niveau de la province de l'Ontario. Déjà, quels sont les prérequis à savoir? Pour démarrer une entreprise à but non lucratif, il faut au minimum 5 membres fondateurs, dont nous devons avoir, parmi les 5 membres fondateurs, nous devons avoir 3 citoyens ou encore 3 résidents permanents et être âgés au moins de 18 ans. Ça, ce sont les prérequis qu'il faut, Et, les prérequis à savoir. et, Donc, et, et Stécie, oui, 5 membres fondateurs, c'est pour toutes les formes de coopératives, mais pour la coop de travail, on peut l'incorporer avec 3 personnes, 3 membres travailleurs. OK. Merci, Ethel. Donc, quelles sont les différentes étapes pour démarrer une OBNL? Donc, la première étape, il faut obtenir un rapport de recherche de non-nuance. Ceci vous permet de savoir si le nom commercial que vous allez choisir ou utiliser pour votre coopérative n'est pas déjà utilisé ailleurs. Et ceci vaut pour toute forme d'entreprise que vous voulez comme démarrer, que ce soit ici en Ontario ou dans tout le Canada, vous devez toujours faire un rapport ou vous devez toujours obtenir un rapport de recherche de non-nuance. Comme deuxième étape, vous devez remplir les formulaires des statuts constitutifs d'une coopérative. Peut-être d'autres vont me demander que où les trouve-t-on, ces formulaires de statut constitutif? Ben, vous pouvez aller comme sur la page du gouvernement, vous pouvez taper comme constitution d'une coopérative au niveau de l'Ontario. Ensuite, vous allez faire des recherches et vous pouvez avoir ces formulaires. Ou encore, vous pouvez, à la fin, je peux vous envoyer comme toutes les étapes qui vous permettront comme de pouvoir démarrer une coopérative au niveau de l'Ontario. Comme troisième point, vous devez vous faire incorporer, donc au niveau fédéral ou au niveau provincial, cela dépendra de vous, mais la meilleure le moyen de bénéficier de tous les avantages au niveau, le moyen de bénéficier de tous les avantages de créer une coopérative, c'est de vous incorporer au niveau fédéral. Comme ça, vous allez pouvoir bénéficier de tous les avantages fédéraux. Donc, comme quatrième étape à suivre, faire la constitution en personne morale de votre coopérative. Et là encore, cela va dépendre si c'est au niveau provincial ou encore au niveau fédéral. Comme cinquième étape, après télécharger les documents et les avoir remplis, réunissez tous les documents qui vous sont demandés. Et ensuite, comme sixième et dernière étape, vous allez payer vos droits. Et cela peut se faire en ligne, cela peut se faire par la poste ou cela aussi peut se faire en personne. Les moyens pour faire constituer comme pour les moyens pour le montant pour faire constituer comme le montant pour faire constituer sa corporation en personne morale, ça varie entre 55 $. Maintenant, pour demander une recherche nuance, ça varie, je crois, entre 15 et 25 $, je crois, autour de là. Donc, juste pour vous donner les montants. Donc, ça, c'était la première partie. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie qui est la gouvernance des coopératives. Donc, définition de gouvernance. Déjà, la gouvernance, c'est quoi? La gouvernance désigne un ensemble de décisions, de règles et de pratiques visant à assurer le fonctionnement optimal d'une organisation, ainsi que les organes structurels chargés de formuler des décisions, règles et pratiques et de les mettre en œuvre et d'assurer le contrôle. Ça, c'est la définition de gouvernance. Maintenant, quels sont les éléments d'une très, très bonne gouvernance? Déjà, il faut retenir qu'il y a 5 éléments pour avoir une très bonne gouvernance. Il y a la vision, l'orientation. Donc, la vision, c'est envisager vers l'avenir. L'orientation, définir les objectifs et préciser un cheminement général. Il y a comme troisième point les ressources, obtenir les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs ou suivre la voie tracée.
il y a la surveillance, s'assurer périodiquement que le véhicule organisationnel est bien entretenu, progresse vers sa destination. Et ensuite, il y a l'obligation de rendre toujours compte, c'est s'assurer que les ressources sont employées de façon efficiente et faire rapport aux intéressés sur les progrès et les écarts. Quels sont les objectifs de cette bonne gouvernance? Ici aussi, il y a 5 objectifs pour atteindre cette bonne gouvernance. Premier objectif, il faut définir une stratégie et des moyens de sa mise en œuvre. Comme deuxième objectif, identifier les risques, mise en place et évaluation de la gestion. Comme troisième objectif, utilisation des ressources en responsabilité. Comme quatrième objectif, respect des intérêts des parties prenantes et prise en compte de leurs points de vue dans la conduite des stratégies. Et comme dernier objectif de la gouvernance, évaluation du niveau de réalisation des objectifs et correctifs éventuels pour y parvenir. Loi ou législation. Déjà, quand on parle de loi ou législation, il faut savoir que ce sont des termes généralement employés pour désigner les lois fédérales et provinciales qui régissent la conduite de toute coopérative. Les coopératives peuvent s'incorporer tout au niveau provincial que fédéral. C'est pour cela qu'elles répondent respectivement à leurs lois au niveau. Quand on parle de loi sur les sociétés coopératives, on parle de loi de l'Ontario. Et lorsqu'on parle de loi canadienne sur les coopératives, on parle de loi sur tout le pays, donc au niveau fédéral. Les effets des lois. Ces lois précisent plusieurs éléments de la gouvernance, entre autres. Première loi, disons, parmi ces lois, voilà quelques effets que ça énumère. Disons, la domination sociale. Donc, quand on parle de domination sociale, c'est le nom légal de la coopérative que vous allez choisir, par exemple, quand vous allez la démarrer. Et ensuite, ça va parler du sceau et du siège. Le sceau, ici, on peut parler comme d'un petit logo. Le siège, ici, c'est où l'entreprise est située. Et puis, ça va parler aussi du pouvoir, comment le pouvoir sera comme divisé ou encore géré. En plus, ça va parler du capital, comment le capital va être émis. Est-ce qu'on va parler d'une coopérative avec capital, dépôt de capital, ou on va parler d'une coopérative sans dépôt de capital. En cinquième point, ça va parler des membres. Donc, les membres, ici, ça va parler du pouvoir des membres, les devoirs, les responsabilités et les droits de tous les membres. Comme sixième point, ça va parler de l'assemblée des membres. Et comme septième point, ça parle de l'administrateur et les dirigeants de la coopérative. Voici les effets des lois sur lesquels ces lois vont s'appliquer et ce qu'elles annoncent. Donc, quelques liens pour des ressources utiles. Si vous voulez comme aller vous approfondir ou approfondir vos recherches sur les coopératives, voici quelques liens que je vous ai amenés ici, que je vous présente. Et seulement, s'il y a des gens de d'autres provinces, parce que ça arrive avec la formule de webinaire, si vous allez sur le lien fédéral, il va y avoir les liens vers les autres provinces et les territoires. Donc, il faut vraiment choisir si on veut s'incorporer. Si on fait des affaires dans plus de 2 provinces, ça vaut la peine d'explorer le statut fédéral, mais sinon, allez pour la loi de votre province ou de votre territoire. Elles ne sont pas toutes traduites, mais en Ontario, ça a été traduit et dans quelques autres provinces aussi. OK, merci Ethel pour la précision. Donc, le fonctionnement d'une coopérative, comment cela fonctionne? Déjà, pour que la coopérative fonctionne très bien, il faut assurer la compréhension et la mise en pratique des principes, donc les 7 principes ou les 8 principes que je vous ai parlé en amont. Donc, il faut assurer la mise en pratique des principes et des valeurs de la coopération pour tous les membres de la coopérative. 2, il faut organiser l'association tout en mobilisant les membres et les représentants de ceux-ci. Comme troisième point, il faut organiser l'entreprise tout en réalisant les activités économiques de la coopérative. Réglementation des coopératives. Il existe 3 réglementations
pour les coopératives. Il y a le statut constitutif, il y a les règlements administratifs et il y a les politiques. Ici, excusez-moi, ici, quand je les ai cités en avant, je n'avais pas comme, je les avais pas commis dans l'ordre ici. Donc, on va juste commencer par le statut constitutif que je vous ai cité là-bas, dans le diapo précédent. Donc, le statut constitutif, il précise quoi? Il précise la raison d'être de la coopérative, l'adresse de son siège social, sa mission, le nom, les membres fondateurs et toutes les conditions spéciales. Ces informations sont adoptées comme de telles, ces informations sont adoptées comme de telles dans l'Assemblée des fondations de la coopérative. Et ces statuts ne changent régulièrement pas. Donc, elles sont adaptées dès le départ, dès le démarrage de la coopérative et elles durent dans le temps. C'est difficile à les changer. Donc, comme deuxième réglementation, nous avons les règlements administratifs. Ces règlements administratifs, ils précisent quoi? Ils précisent aux membres du conseil d'administration et aux membres de la coopérative, aux employés, au grand public, la façon dont les coopératives seront administrées et gérées. D'où je vous ai parlé parmi les 7 principes: éduquer, former et informer. Donc, je répète, il précise aux membres du conseil d'administration, aux membres de la coopérative, aux employés, au grand public, la façon dont la coopérative sera administrée et gérée. Ils décrivent aussi le processus décisionnel et déterminent les rôles, les responsabilités et les pouvoirs des différentes instances décisionnelles de la coopérative. Par exemple, les règlements, le règlement administratif, le règlement général ou la régie à l'interne ou la régie interne. Maintenant, pour terminer, nous avons les politiques. Les politiques sont des outils efficaces pour bien gérer l'organisation. Elles représentent un complément, un règlement administratif. Elles représentent un complément au règlement administratif. Les politiques doivent être connues des administrateurs et des administratrices ainsi que du personnel. Exemple, politique sur la santé et sécurité au travail, politique sur les dons, politique sur l'embauche de personnel. Ce qui est intéressant, c'était ici aussi le fait de connaître le Conseil de la coopération de l'Ontario. C'est que si on choisit la formule coopérative, on peut soit approcher une coopérative de notre région puis lui demander une copie de leur statut, mais on peut approcher le CCO qui a différents modèles de documents semblables, des modèles de statut, des modèles de règlement et faire partie de la grande famille. Ceci dit aussi, c'était ici sur votre site Internet. Maintenant, il y a une cartographie. Donc, si on fait partie, si vous êtes en ligne et vous faites déjà partie d'une coopérative, allez sur le site du CCO, du Conseil de la coopération. Je vais mettre le lien en ligne pour aller l'inscrire, votre coop en développement ou existant. Puis, vous pourriez voir les autres coopératives qui existent. Mais c'est pour ça qu'on a demandé à des gens comme Stacy. Stacy, je veux juste te dire, tu fais ça de façon extraordinaire. Tu nous as dit que c'était ta première présentation, mais tu es un pro. Donc, je te repasse la parole. OK, merci. Disons, nous avons terminé de parler des règles de la réglementation. Ensuite, maintenant, nous allons parler de la vie démocratique au sein d'une coopérative. Déjà, les membres doivent connaître leur rôle, leurs responsabilités et leurs pouvoirs au sein de la coopérative et être en mesure d'exercer adéquatement pour le bénéfice commun. Ça, c'est la vie démocratique au sein d'une coopérative. Donc, le pouvoir des membres. Disons, ici, les administrateurs ou administratifs qui représentent le conseil d'administration sont élus pendant l'AGA. Ils présentent et expliquent leur projet de candidature pour être élus aux autres membres pour obtenir un poste de conseil d'administration. Vous voyez que ce n'est pas facile. Donc, le rôle des membres n'est pas seulement l'élection des membres du conseil d'administration. C'est à eux de continuer le dialogue avec le conseil d'administration aussi. Donc, ils doivent continuer le dialogue. Pourquoi? Pour leur faire part de leurs préoccupations à titre de membre, pour proposer de nouveaux projets pour la coopérative, pour appuyer les différents
projets de conseil d'administration et aider à identifier des problématiques que vivent les membres, autant pour moi. Donc, le droit des membres. Ici, les membres ont plusieurs droits. Ils ont déjà le droit à un vote sur la question telle que le code des procédures, les politiques, les opérations, la gestion, le nouveau membre, les produits, les orientations stratégiques, la mission, les amendements, etc. Ils ont aussi le droit d'être élus au conseil d'administration. Comme au droit, ils peuvent être nommés sur les différents comités, donc finances, ressources humaines, politique, programmation, j'en passe. Ils ont aussi accès à la formation, comme je vous disais tantôt, dans les 7 principes, donc l'éducation, formation, information. Ici, ils ont accès à la formation sur tous les aspects reliés à la coopérative et à l'information quant à la tenue des assemblées des membres. Ils doivent participer dans l'entreprise. Donc, le droit de participer dans l'entreprise, dans les opérations des produits et les services de la coopérative, donc vente, achat, ou se procurer des services et des biens, etc. Donc, parmi ça aussi, ils doivent avoir aussi des rabais aux clients. Et là, ça dépend de certaines coopératives. Et ça dépend aussi de la coopérative, si elle doit faire comme des rabais à ses clients ou à ses membres. Là, je vous ai dit que ça dépend de certaines coopératives. Ce n'est pas toutes les coopératives qui peuvent faire de rabais ou à ses membres. Cela va dépendre. Donc, obtention de ristournes sur la part s'il y a lieu. Non, excusez-moi, je ne veux pas vous donner une fausse information erronée. Les rabais, ça peut exister, mais je me trompe plutôt sur les ristournes. J'ai parlé des ristournes que là, ça dépend des coopératives. La ristourne n'est pas obligatoire. Dans les coopératives, ça dépend de la coopérative. Donc, s'il y a lieu, les membres peuvent obtenir des ristournes. Donc, aussi participer à la méthode et des horaires de remboursement. Donc, les membres doivent être communiqués des méthodes et des horaires de remboursement investis lorsque les membres quittent la coopérative. Et comme dernier point, les membres ont droit à l'accès à l'information reliée aux finances de la coopérative. Cela veut dire que comme ou quand on crée une coopérative, la coopérative, ça appartient à tous les membres. Donc, comme dernier point, l'accès à l'information reliée aux finances de la coopérative. Responsabilité des membres. Ici, les membres ont plusieurs responsabilités. Mais ici, je n'ai retenu que 5. Donc, les membres peuvent se présenter pour l'élection au conseil d'administration et accepter une nomination au comité. Donc, ils peuvent participer aux assemblées générales des membres. Ils peuvent contribuer aux discussions durant la réunion ou les réunions. Les membres peuvent voter durant les réunions et les membres peuvent soutenir la mission et les objectifs de la coopérative. Ce sont les responsabilités. Assemblée générale annuelle. Déjà, pour chaque coopérative, à chaque année, chaque coopérative doit faire une assemblée générale. C'est quoi l'assemblée générale annuelle? L'assemblée générale annuelle, en abrégé AGA, est l'instance suprême de toutes les coopératives. Cette assemblée est convoquée une fois par année. Elle permet aux membres de se rencontrer, de se prononcer sur la mission de la coopérative, de recevoir des rapports d'activité et financiers et de débattre des grandes orientations. L'AGA est le moment privilégié pour que les membres expriment clairement leur opinion. Donc, exemple d'ordre du jour d'une AGA. Lorsqu'on va à une AGA, comment est-elle organisée? Eh bien, il y a un ordre du jour qui suit. Ici, je vous montre un exemple et cela peut varier d'une AGA à une autre. Ce n'est pas forcément comme vous voyez sur mon écran ici. Ici, à l'AGA, voici l'ordre du jour, comment c'est organisé. Ouverture de l'Assemblée comme premier point. Deuxième point, confirmation de la présidence et du secrétaire de l'Assemblée. Comme troisième point, lecture de l'ordre du jour.
comme quatrième point, lecture et adoption des procès-verbaux de la dernière assemblée, présentation des rapports annuels, conseil d'administration, direction, ainsi de suite. Donc, on va du point 6, 7, 8, 12, et j'en passe. Cette liste n'est pas exhaustive. On peut ajouter plusieurs autres points après le point 12. Donc, La c'était seule chose, juste c'est un que exemple. c'est ça. Puis ces Oui. points-là, c'est la loi le prescrit. C'est le minimum des sujets qu'on doit avoir. Mais comme vous le dites, il pourrait avoir aussi d'autres sujets. Je voulais juste vous dire qu'il vous reste à peu près 7 à 8 minutes, Stécie. OK. Donc, OK. Donc, loi régissant les assemblées générales. Il existe deux lois, au niveau provincial et au niveau fédéral. Bon, je ne peux pas comme vous donner le type de loi parce que je ne suis pas moi-même un expert. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe deux lois qui régissent les coopératives. Elles sont au niveau provincial et elles sont au niveau fédéral. Donc, processus d'élection. Le processus d'élection est habituellement lors de l'Assemblée générale annuelle. Une personne sera choisie parmi les membres pour assumer le rôle de présidente de l'élection et quelques personnes seront des scrutateurs pour compter les bulletins de vote. Le vote se fait habituellement par le scrutin en secret. Vous-même, vous connaissez. Donc, l'obligation et devoir de la coopération. Disons, ici, l'obligation et le devoir de la coopérative, il existe plusieurs obligations et plusieurs devoirs. Déjà, les coopératives doivent être représentées par des dirigeants. La coopérative doit utiliser son nom, elle doit avoir son siège social, elle doit tenir une assemblée des membres, elle doit produire certains rapports et tenir certains livres et registres, elle doit demander l'approbation du gouvernement, elle doit honorer ses dettes et se doter d'un plan d'assurance responsabilité. Suite, les coopératives doivent tenir des dossiers suivants aussi. Une copie des statuts, de ces statuts, tous ces règlements administratifs et résolutions, y compris les résolutions spéciales, et un registre des membres et des détenteurs de valeurs mobilières. Le rôle du conseil d'administration en fait, ici est tel. Ici, maintenant, je cite comme les différents rôles. Ici, ce n'est pas trop important. Au moment que mon temps va s'achever, vous allez juste me le dire et puis moi, je vais arrêter ma présentation. Mais sinon, le plus important, j'ai déjà fini de le dire. D'accord. Ce qui est peut-être intéressant, en tout cas, votre présentation dans sa globalité, on va la partager. Je vais voir s'il y a des gens qui ont des questions avec tout ce que vous avez partagé. Moi, j'ai ajouté aussi des compléments en ligne. Comme vous l'avez entendu, puis il y en a qui n'étaient pas là au tout début, une coopérative, c'est vraiment une logique d'entreprendre ensemble. Ça répond toujours à un besoin, donc il faut qu'il y ait un but commun, il faut que les membres s'associent pour réaliser un but commun. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que Stécie a présenté jusqu'à maintenant, sur ce que c'est les valeurs, les principes, les membres qui sont au cœur de ces formes d'entreprise-là? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on peut encore faire un 5 minutes sur les rôles et responsabilités. Toutes les questions sont bienvenues. Je pense que c'est assez clair, Stécie. Je ne vois aucune question dans le chat et aucune question non plus. Quel serait l'avantage principal de faire le choix de se lancer en une coopérative au lieu d'une autre entreprise, d'une autre forme, une société ou est-ce que vous avez le goût d'y répondre, Stécie? Ben, moi, j'ai le goût d'y répondre. Déjà, l'avantage déjà de démarrer une coopérative, déjà, c'est que ça offre plusieurs avantages. Déjà, comme premier avantage, déjà que moi, j'ai beaucoup remarqué, déjà sur l'aide sociale ou bien le financement, le gouvernement déjà offre beaucoup de subventions pour ça, donc encourage même des gens à se lancer, à créer des coopératives. Ça, c'est comme le premier point là, c'est comme l'aide sociale, bien le financement. Comme avantage au plan communautaire, eh bien, le coopérative, ça permet de développer toute une communauté, tout en mettant l'accent tout en mettant l'accent sur les besoins, par exemple, les besoins de la communauté, en fait. Oui, je vais ajouter un complément. Écoutez, chaque forme d'entreprise
elle est bonne. Il faut juste, nous, quand on choisit d'entreprendre, choisir la meilleure forme d'entreprise pour nous, pour notre projet, qui est en lien avec nos valeurs, nos principes. Si vous voulez démarrer une entreprise privée, une société, puis vous êtes 3 ou 4 personnes, donc vous êtes déjà dans une logique collective, assurément, vous pouvez créer une société avec des actions, mais ça va coûter très, très cher, hein, des ententes, des protocoles avec des avocats qui vont signer et protéger chacun des actionnaires pour ça. Mais la logique coopérative, c'est que si on veut démarrer une entreprise en forme collective, les lois coopératives expliquent toutes les façons de développer et de gérer ces entreprises-là et vous évitez beaucoup de frais légaux, entre autres, si vous choisissez la formule coopérative. Vous allez avoir les frais d'incorporation et tout ça, mais la loi vous prescrit comment vous allez développer et gérer votre coopérative ensemble et tous les documents que Stécie vous a mentionnés, les règlements administratifs en respect de la loi, les statuts qui vont être approuvés par l'État, les politiques et les procédures sur comment bien gérer ensemble, en respect des droits, des devoirs, des responsabilités que Stécie vous a mentionnées. Si ça vous parle, cette approche-là collective, et que vous êtes un groupe de personnes, ben peut-être que la formule coopérative serait intéressante pour vous. Et si vous avez des doutes, il y a la Banque de développement du Canada, BDC. Vous allez en ligne, vous allez faire auto-évaluation de la forme d'entreprise. Et si vous allez en ligne, vous faites le petit sondage et selon les valeurs, les principes, vos aspirations, vos idées de projet, ils vont ressortir à la fin, ils vont analyser tout ça avec les algorithmes et tout, et ils vont vous ressortir peut-être la meilleure forme d'entreprise pour vous et votre projet. C'est à titre indicatif, ce n'est pas une fin en soi. Après ça, on peut approcher soit la Société économique de l'Ontario, si c'est une entreprise privée ou sous différentes formes, ou le CCO, si c'est une entreprise collective. Et là, avec les experts, ils vont vraiment pouvoir confirmer avec vous quelle sera la meilleure forme. Si la coopérative est commerciale, Andréane Joly, elle écrit, si la coopérative est commerciale, les coopératives, qu'elles soient à but lucratif ou sans but lucratif, peuvent vendre des produits et des services sur le marché. Quand tu écris, Andréane, si la coopérative est commerciale au sein d'une OBNL, une coopérative avec un statut de coopératif, comme Stécie nous l'a mentionné, elle est reconnue par l'État, donc elle est une entité autonome en soi. Ça peut être une organisation à but non lucratif avec ses membres qui créent en parallèle une coopérative, on a déjà vu ça, mais c'est une entité incorporée de façon autonome et indépendante. Doit-il tenir une AGA? Stécie, toutes les coopératives dûment incorporées tiennent un AGA, mais puis toutes les OBNL incorporées comme organismes à but non lucratif tiennent une AGA. Si vous avez un projet d'entreprise sociale à l'intérieur de votre organisme, bien là, vous n'avez pas besoin, puis ce n'est pas incorporé, vous le gérez comme un projet au sein de votre organisme. Là, vous n'avez pas besoin de faire une assemblée générale annuelle pour votre projet. Ça va être intégré à votre assemblée générale annuelle de votre organisme. Je ne sais pas si ça répond, Andréane, euh, à ta question. Sinon, tu peux activer ton micro. Oui, merci beaucoup, ça va. Très clair. Ça va? Oui, Bon. merci. Plaisir. Donc, il est déjà 12h51. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et Stécie, si tu avais, moi, je vais t'en poser une ou deux avant de présenter les prochains webinaires. Si avec, vous êtes une équipe de combien au Conseil de la coopération, puis vous êtes, si j'ai bien compris, dans toutes les régions de la province? Oui. Vous êtes combien? Pour vous donner le nombre exact, je ne peux pas, comme on est peut-être une équipe de 15 Excellent. Et répartis à Et un 12. conseiller en développement d'entreprise collective, si les gens voulaient t'appeler par la suite d'un webinaire comme ça, quel genre de conseils ou d'approche ou d'accompagnement que tu pourrais offrir aux gens, toi ou d'autres de tes collègues? Ben, l'accompagnement qu'on pourrait offrir aux gens, c'est un accompagnement personnalisé qui peut Mhm, être totalement gratuit ou payant. Cela va dépendre de l'approche de notre clientèle. mhm, Donc, c'est un accompagnement personnalisé, d'où nous allons écouter, nous allons poser la question à notre clientèle sur c'est quoi son idée générale ou bien l'idée de sa coopérative qu'il veut créer. Donc, nous allons réfléchir avec lui et voir à quel niveau il se situe. Est-ce qu'il est au niveau
au niveau d'avoir juste une idée, ou bien il a déjà comme créé l'idée, donc il veut déjà se lancer. À partir de là, on voit ce que nous pouvons l'apporter, ou s'il veut se lancer, on peut déjà comme l'apporter une aide comme l'étude des marchés, écrire le plan d'affaires, donc l'aider avec tous ces différents plans-là. Mais maintenant, Exact. si c'est juste une idée, on va lui demander d'abord de bien savoir ce qu'il veut et de choisir parmi ces différentes formes de structures de coopératives laquelle il veut développer avec nous. Et une fois qu'il aura choisi, il saura bien ce qu'il veut faire. Et ensuite, on lance le processus de recherche, donc faire la recherche sur l'étude des marchés, faire la recherche sur le plan financier et tout ça. Merci. Donc, on fait un Ceci, accompagnement personnalisé. Merci. Ceci dit, ceux et celles qui n'ont pas participé aux autres webinaires précédents, celui-ci, il y avait le webinaire sur le Canva d'affaires qu'on vous invite à aller écouter, aller voir les outils aussi en ligne, en filière. C'est peut-être la première réflexion quand vous développez votre projet d'affaires, seul ou en collectif avec d'autres personnes, et parce que ça vous permet sur une page d'avoir l'ensemble de votre idée d'entreprise. Le choix de la structure au Canada, dans certains pays, il faut dès le départ incorporer notre entreprise. Donc, il faut dès le départ savoir quel est le meilleur type d'entreprise, puis on l'incorpore, l'État nous reconnaît, et après ça, on lance les activités. Ici, au Canada, ce n'est pas le cas. On peut faire beaucoup de développement sur notre projet d'entreprise avec des conseillers comme Stacy et d'autres à la Société économique ou à Mécénès ou à la FOSDG et ailleurs, passerait l'idée. Et après qu'on a confirmé le type d'entreprise, où on va la créer, dans quel contexte, la forme de gestion, est-ce qu'on va être seul, est-ce qu'on va être avec d'autres, est-ce qu'on préfère s'enregistrer ou s'incorporer? Il y a des avantages et des inconvénients pour chacune des structures. Puis d'ailleurs, il va y avoir un webinaire qui va toucher les avantages, les inconvénients et les coûts pour chacune des structures dans les prochains webinaires. Et prenez le temps de ne pas choisir la structure trop tôt, mais de le choisir, cette structure-là, pour qu'il vous porte dans vos rêves et vos aspirations entrepreneuriales et qu'il porte votre projet. Il y a quelqu'un de People Motherland qui demande le minimum de personnes. Stacy a mentionné tout à l'heure, pour toutes les coopératives, c'est 5 personnes et plus peuvent créer une coopérative, sauf la coop de travail qui les lois permettent de créer une coop de travail à 3 personnes et plus. Donc, la coop de travail, c'est 3 personnes qui, d'abord, le but premier, c'est de créer de l'emploi. Puis après ça peut être en télécommunication, en service de garde, dans n'importe quel autre service que ces 3 personnes-là travaillent ensemble pour offrir des services et des produits sur le marché. Donc, c'est 3 pour coop de travail, 5 pour toutes les autres. Et Alim, si vous voulez activer votre micro, on va prendre votre question, puis après ça, on va conclure. Oui, merci. Je suis un nouveau arrivant ici au Canada et j'ai déjà lancé ma compagnie et j'ai voulu savoir si ce principe ou cette notion de coopérative, ça marche avec mon business model, si je peux. Donc, en fait, c'est une agence de recrutement international qui met en contact les employeurs canadiens pour venir à cette pénurie de main-d'œuvre qualifiée surtout. Donc, dans cet aspect, elle a un peu l'aspect social, mais aussi l'aspect lucratif. Donc, et Alim, qui est propriétaire de l'entreprise? Moi-même. Ah. Stacy, quand on est propriétaire unique d'une entreprise, ça ne peut pas être une coopérative, mais vous pouvez tout de même être une entreprise sociale. Il y a une logique au niveau planétaire des entrepreneurs privés qui se donnent une mission sociale. Comme vous avez dit, votre entreprise offre des services de placement à l'emploi, puis vous êtes propriétaire de l'entreprise, donc c'est vous qui prenez les décisions, qui prenez les risques. Quand vous allez faire de l'argent, c'est vous qui allez décider ce que vous allez faire avec cet argent-là. Et vous le faites dans une cause sociale pour créer de bons emplois avec des salaires décents pour des gens, mais c'est vous quand même qui êtes propriétaire. Dans une logique coopérative, c'est vraiment un groupe de personnes qui entreprennent ensemble. Exemple, si vous vouliez transformer votre entreprise en coop de services, vous pourriez être 5 copropriétaires, vous prendriez les décisions ensemble, vous investiriez ensemble pour faire grandir votre coopérative, vous offrirez les services et quand vous faites de l'argent,
l'argent est retourné en ristourne, entre autres, comme Stécie a mentionné, selon votre usage de la coopérative. Et sinon, c'est réinvesti dans la mission de la coopérative. Puis c'est un petit peu plus complexe que ça, là, au niveau fiscal et tout ça, mais ceci dit, vous voyez la réponse, puis je demandais à Stécie s'il a un complément. Ben non, vous avez tout dit. Parce que déjà, il est propriétaire unique. Déjà, quand on parle de propriétaire unique, ça ne fait pas au modèle, ça ne fait pas référence au modèle coopératif parce que le modèle coopératif, c'est une association des personnes qui se mettent ensemble par exemple, pour faire une activité ou développer une activité. Ça peut être culturel. En fait, ils doivent se mettre ensemble pour évoluer ensemble. Mais le monsieur aussi, comme vous avez si bien dit, il peut avoir une entreprise où il est le propriétaire unique et avoir une entreprise à caractère, bon, son entreprise peut avoir un caractère social. Ici encore que, quand on parle de caractère social, cela veut dire qu'il va quand même bénéficier du profit de son entreprise, mais il y aura une petite partie qu'il va reverser quand même à une petite communauté. Donc, pour ça, oui. Puis encore là, Stécie, en Ontario, c'est pas légiféré, l'entreprise sociale. Donc, dans 4 provinces, ça a été légiféré. Donc, il y a des répartitions, même en pourcentage des profits. Ceci dit, à Lime, j'ai déjà vu des gens qui ont démarré une entreprise privée et qu'avec le temps, parce qu'ils ont rencontré des partenaires potentiels et qu'ils aimeraient travailler bien dans la main avec ces personnes-là, ils l'ont transformé leur entreprise en coopérative. Comme j'ai vu l'inverse, j'ai vu des coopératives qui, à un moment donné, il y a eu des essoufflements, il y a des membres qui se sont désistés, puis il y a un ou deux membres qui ont décidé, nous, on veut quand même le porter, ce projet-là, mais on ne peut plus être une coop parce qu'on n'a plus le nombre minimum de membres, et ça s'est aussi transformé. Donc, ceci dit, ce n'est pas stagnant, c'est pas une structure peut évoluer dans le temps, peut rester une coopérative et se transformer en différentes formes de coopératives. Puis encore là, on ne peut pas tout toucher tout couvrir dans un webinaire. Il y aura un autre webinaire sur les coops le 16 février. On va toucher sur les finances sociales pour le secteur des coopératives et des entreprises sociales. Il y a eu la question de People Motherland, d'Olga sans doute, avoir accès aux autres webinaires. Ceux et celles qui sont inscrits, vous avez reçu dans votre appel un lien vers la filière en ligne. Dans la filière en ligne, vous avez les copies des vidéos, des ressources PowerPoint et des autres ressources complémentaires à tous les sujets qui ont été traités. Si vous n'êtes pas inscrit, j'ai mis mon courriel, écrivez-moi et je vais m'assurer que vous allez recevoir le prochain appel. Je vous ai aussi mis le lien pour vous inscrire directement. À ce moment-là, vous êtes assuré de recevoir tous les liens et d'y avoir accès. Et ceci dit, Stécie, vous voyez, je veux vous remercier. Stécie, je pense qu'on est fiers que vous aviez brisé votre glace d'une présentation à un grand groupe avec nous. Vous avez fait ça haut la main et c'est grandement apprécié. D'abord parce que je suis doublement fière. Hein. Moi, j'ai été directrice générale du CCO quand le CCO, pendant une dizaine d'années, était dormant ou mourant. On l'a ravivé à ce moment-là et de le voir en plein développement et au service de la communauté, moi, ça me fait chaud au cœur. Et de savoir aussi que tu viens partager ton savoir-faire dans le cadre des webinaires de l'ACFO-SDG, ça nous, encore là, on s'en réjouit et on espère te revoir. On ne sait pas si c'est toi qui vas venir au prochain webinaire ou ça sera un de tes collègues, mais merci d'avoir été là. Et j'invite tout le monde. Le prochain webinaire, c'est le 19 janvier. Ça va être partir en affaires, c'est très difficile. C'est très facile. Rester en affaires, c'est difficile. C'est la premier d'un atelier, c'est le numéro 101, après ça, il y a le 201. C'est Passerelle Idée qui s'est spécialisé en entrepreneuriat auprès des immigrants et des immigrantes. Donc, ils ont découvert aussi d'autres ressources d'appui, du financement, de l'accompagnement. Ils ne travaillent pas en vase clos, ils travaillent aussi avec plusieurs des collaborateurs en ligne. Et vous voyez les autres thématiques sur la fiche là, des mercredis économiques. Encore une fois, Stécie, un grand merci. Nos remerciements aussi au Conseil de la coopération d'être partenaire. Merci à Marianne de la Société économique qui est en ligne puis qui a aussi partagé certains liens. Et merci à vous tous et toutes d'être là. Passez le mot, c'est gratuit. Et des différentes ressources. J'ai mis le lien, Stécie, aussi du site du CCO pour les inciter pendant que tu parlais
à aller voir le CCO, aller voir les autres ressources. Vous avez plein de programmes. Si les gens sont dans la région de Toronto, il y a un incubateur. Si vous êtes dans une région où est-ce que le CCO n'a pas d'employés, il y a quand même de l'accompagnement qui peut se faire en virtuel. Merci d'avoir été là, Stécie. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Merci.